Madame Valérie Thomas, bonjour. Bonjour, Soyez la bienvenue ici à l'espace Nelson Mandela. merci pour l'invitation surtout. Ah oui, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Donc vous êtes ici à l'espace Nelson Mandela. C'est un lieu où notre association siège, donc c'est l'association L'Air de Rien. C'est ici principalement que nous effectuons tous nos spectacles de la troupe de théâtre L'Air de Rien. On a aussi des locaux au pôle 22 bis, à Radio, enfin là où il y a les locaux de Radio Campus. On aurait bien aimé vous accueillir là-bas, mais la salle n'était pas disponible. Et on a voulu vous faire profiter de cette belle vue au sein du quartier La Gautière. Voilà, donc soyez la bienvenue. Alors, je vais vous faire une petite présentation un petit peu humoristique, et puis vous aurez l'occasion de réagir juste après mon intervention. Ok. Et on fera, j'amènerai, différentes personnes vont venir vous poser des questions. Parfait. Alors, Madame Valérie Thomas, vous êtes née dans l'Allier, plus précisément à Désertine, commune qui semble bien porter son nom. Le 21 janvier 1968, donc vous avez connu mai 68 ? Ouais, je l'ai connu. Mes D'accord. parents m'ont amené dans le couffin au manif. D'accord. Mes parents étaient très, très engagés, sont toujours très engagés politiquement. Très bien. Donc j'ai fait. Ok. Le 21 janvier était aussi l'anniversaire de l'exécution du roi Louis XVI. Eh oui. L'année des manifestations étudiantes et des révoltes. Vous avez pour homonyme une afro-américaine génie de son temps ayant travaillé pour la NASA. Vous avez une carrière de CPE, vous avez sanctionné des absences. D'ailleurs, les absences à l'Assemblée... Ici même, ici même. Ah, ici ? Ici même. Ici D'accord, très bien. D'ailleurs, les absences à l'Assemblée, on vous les a reprochées. Accusation un peu hâtive, je vous le concède. En réalité, on a accès à vos présences en commission et participation en hémicycle sur le site nosdéputés.fr. Entre 2004 et 2006, vous êtes attaché administratif et politique au sein du Parti socialiste, puis chargé de mission au sein du cabinet du président du Conseil régional d'Auvergne en 2006 et 2011, quand l'Auvergne était l'Auvergne. Quand l'Auvergne était encore l'Auvergne. Oui. Vous avez aussi travaillé auprès de Pierre Golbert, député-maire communiste de Montluçon. Est-ce exact ? Oui, c'est vrai. Très bien. Mais ça, c'était avant que vous appreniez à marcher en 2017. Bye bye la gauche. En psychanalyse, on appelle ça tuer le père. Lors de votre mandat, vous étiez très investi sur les relations avec l'Afrique, qui est pour vous le continent de demain. Mais apparemment, demain, c'est loin. Vous faites partie de beaucoup de groupes d'amitié, France-Soudan, France-Tchad, France-Albanie, pas forcément des pays du G7, mais en dehors de ces curieux groupes d'amitié, vous ne vous faites pas que des amis. Mais aujourd'hui, une fois de plus, en faisant référence à la psychanalyse, vous êtes là pour nous prouver que votre mandat n'est pas un acte manqué. Super. Alors, je vous laisse réagir à ce Alors, que je viens de dire. alors mes absences, je vais commencer par les absences à l'Assemblée. Mon passé, mon parcours, il est effectivement, tout ce que vous avez dit était vrai. Peut-être, avant mes absences à l'Assemblée, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Effectivement, j'ai travaillé beaucoup en politique. Vous l'avez souligné, avec beaucoup d'hommes politiques. Moi, je porte des valeurs de gauche. J'ai des valeurs très humanistes, de respect, de tolérance, de fraternité. C'est vraiment ce qui m'anime. Et donc, ces valeurs-là, je les ai retrouvées aussi à En Marche. En fait, j'ai quitté la politique en 2011 parce que j'en avais assez justement de ces clivages trop restreints. On défaisait ce que le précédent avait fait. Et je trouvais qu'on tournait en rond et que la bonne idée qui avait été mise en place, elle était détricotée dès qu'une autre majorité arrivait. Et je trouvais que c'était très sclérosant. Je trouvais que les partis politiques étaient très sclérosés. Et le parti auquel j'appartenais à l'époque, le Parti socialiste, était à mon sens devenu un parti de notables, avec des gens qui ne pensaient qu'à être élus et surtout à garder leur poste. Et il ne se passait plus rien, il n'y avait plus de débat d'idées, il n'y avait plus d'avancées sociales, sociétales, et je trouvais ça très dommage. Donc en 2011, j'ai tourné la page, j'ai dit bye bye, la politique, terminée pour moi, c'est trop, voilà, ça ne correspond plus du tout aux attentes que j'avais. Et en 2016, quand Emmanuel Macron a créé le mouvement En Marche, je me suis dit, nouvelle approche de la politique, on accepte tout le monde, c'est pas clivé en termes de droite, gauche, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est bien, j'ai commencé à m'attacher, à regarder ce qu'il faisait, les idées qu'il proposait, et je me suis lancée
directement. J'ai adhéré, mais très 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 vite, dès que le mouvement a été créé. Et puis les choses sont faites que j'ai rencontré Guy l'avocat, qui est maintenant mon suppléant. Et du coup, on nous a confié la mission de structurer ce mouvement, en tout cas de le faire vivre et de le faire naître en Auvergne, puis après dans le Puy-de-Dôme, puisque petit à petit les choses se sont structurées. Voilà comment je suis arrivée à En Marche. Et j'ai pour habitude de dire qu'effectivement, En Marche, on est composé de plein de gens qui ont des parcours différents, des parcours politiques, des parcours de vie très différents les uns des autres, et que les sensibilités et les valeurs, toutes les valeurs se retrouvent dans ce parti, et des valeurs dites de gauche. Alors dites de gauche, personne ne peut délivrer des attestations de gauche, enfin voilà, je trouve que cette idée de dire ah mais toi t'es pas de gauche parce que t'es En Marche, c'est faux. Je pense que les valeurs qui m'animent sont vraiment des valeurs de gauche. Très bien. Alors l'Assemblée, oui. Venons-y. Alors les absences à l'Assemblée, peut-être pour le site nosdéputés.fr n'a qu'une vision des chiffres et c'est pas une vision de ce qui se passe en réalité à l'Assemblée. J'ai été très présente à l'Assemblée. Si vous regardez sur le site Datan.fr, je suis classée 46e sur 577 députés pour mes présences au vote. Ça veut quand même dire quelque chose. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que j'ai passé énormément de temps en hémicycle pour voter les lois, pour repousser des amendements, pour en adopter d'autres. Enfin, j'ai passé un temps infini, des nuits entières. Et j'avais proposé à quelqu'un en début de mandat qui me disait de toute façon, qui avait un a priori dès le début de mandat, en me disant vous serez nuls, vous ferez rien, je lui avais proposé de venir passer une semaine avec moi, il ne l'a pas fait. Mais je réitère l'invitation à quiconque souhaite passer une semaine avec moi à l'Assemblée pour voir comment ça se passe. Donc, grosse présence en hémicycle pour voter les lois, et c'est notre rôle premier. Le rôle premier des députés, c'est de voter les lois, de travailler sur les lois et de voter les lois. Donc j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai passé aussi beaucoup de temps en commission. Et ce qui n'est pas comptabilisé sur ce site, qui est un site qui est assez décrié finalement par l'ensemble, par beaucoup de députés, parce que c'est vraiment une vision très très parcellaire des choses. Tous les temps qu'on passe en groupe d'études, pas compté. Tous les temps qu'on passe en réunion autre que commission, pas compté. Et donc tous les temps qu'on passe avec les structures, moi j'ai passé énormément de temps avec les ONG, puisque j'ai travaillé beaucoup sur les relations internationales. J'étais membre de la commission des affaires étrangères, donc j'ai travaillé à la fois avec des ONG, à la fois avec des représentants de pays étrangers, et notamment de pays d'Afrique. Tout ça n'est pas comptabilisé. Donc moi je veux bien qu'on contrôle notre activité, c'est normal que l'activité des élus, et pas que des députés, parce que personne ne se demande ce que font les sénateurs, ce que font les conseillers départementaux, les autres élus. On ne demande pas, il n'y a pas de site qui répertorie, machin était là, bidule n'y était pas, etc. Donc la transparence, c'est très bien, mais à partir du moment où il y a une transparence, il faut qu'on prenne tout en compte. Donc tout n'a pas été pris en compte. Donc, et je peux vous dire que j'ai énormément travaillé. Ceux qui me connaissent de mon entourage le savent, j'ai vraiment énormément travaillé. Et ici aussi, parce que toute la difficulté du député, on est un élu de la nation, la circonscription c'est un territoire d'élection dans lequel on n'a aucun pouvoir. Ça, il faut vraiment que tout le monde comprenne bien qu'un député, il ne peut rien faire sur sa circonscription. Il ne peut pas prendre de décision. C'est impossible. Il n'a aucun pouvoir. Donc, il a le pouvoir de porter des projets au plus haut niveau, de les signaler au gouvernement. Vous pouvez quand même influencer des décisions nationales. Des décisions nationales, Oui, mais localement, rien. Et c'est pour ça que je disais, on a le pouvoir de porter des projets, d'accompagner des projets. Projets, par exemple, ici, dans le quartier de l'ASM Omnisport, j'ai accompagné l'ASM Omnisport sur plusieurs projets qu'ils ont mis en route, santé au travail, sport à l'école, là, dernièrement sur un déplacement à Madagascar, un échange entre des élèves de Madagascar et des enfants des quartiers. Voilà, tout ça c'est mon rôle, d'accompagner ces projets-là, de les faire connaître au ministère, à la fois peut-être pour avoir de l'argent, mais pas que, c'est aussi de porter ces promotions de projets. Voilà, avec un exemple, quel est le boulot d'un député sur le territoire. Très bien. Donc sans plus attendre, on va faire appel à deux personnes qui vont vous poser des questions
Donc on va faire appel à Aïda et Wassim. Bonjour Madame Valérie. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser des questions sur un phénomène qui n'est pas du tout récent mais malheureusement de plus en plus présent, qui est la discrimination. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour lutter contre les discriminations, que ce soit dans le domaine du travail ou dans la société tout simplement? Alors, on a déjà fait des choses sur la discrimination. Le travail est immense. C'est à la fois un travail qui nécessite des moyens, mais pas que. Ça demande aussi des transformations de la société, des transformations de point de vue. Donc, sur les discriminations, il y a plein d'entrées possibles. Il y a, effectivement, si on prend l'argent, comment on injecte de l'argent dans les quartiers, qui sont des lieux, malheureusement, de discrimination. En tout cas, les gens qui sont issus des quartiers sont souvent discriminés, que ce soit dans l'embauche, que ce soit pour des tas de raisons. Donc là, on a un grand volet, c'est l'ANRU que vous devez connaître, qui permet de rénover et de donner de l'argent dans les quartiers pour au moins le cadre de vie, ou en tout cas que les habitants s'y sentent le mieux. Ça, c'est déjà un volet, mais c'est bien évidemment pas suffisant. Lutter contre les discriminations, c'est aussi donner à tous les enfants de France les mêmes chances au départ. Et ça, c'est pas la réalité, ça ne l'était pas, ça ne l'est toujours pas malheureusement, parce qu'en 5 ans, et si on compte la période Covid où on a été quand même empêché de faire beaucoup de choses, on a eu peu de temps pour faire des choses. Le premier acte qu'on a mis en place et dont je suis très fière, c'est le dédoublement des classes en CP-CE1, parce qu'on savait, les études nous l'ont montré, que les enfants issus de quartier avaient déjà des lacunes au démarrage de l'école, et que pour eux, ils commençaient déjà à avoir une scolarité qui commençait déjà chaotique. Donc le dédoublement, quand on en discute avec les enseignants, c'est une très très bonne chose. Les chiffres, en tout cas les études le montrent, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Les enseignants ont plus de temps à accorder dans une classe de 12 élèves, donc avec un accompagnement renforcé. Ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière. Il reste un boulot immense. Un boulot immense à l'école. Ça, c'est clair, à l'école. Moi, je suis allée dans plusieurs écoles des quartiers. Je trouve que la situation se détériore. Donc, il faut, et notamment à l'intérieur, entre les filles et les garçons, ça, c'est quelque chose qui me heurte profondément. Moi, je suis pour une société totalement égalitaire, et je pense que les femmes et les jeunes filles doivent avoir la même place partout, à l'école, dans l'emploi, enfin, tout au long de la vie. Donc il y a des choses à faire à l'école. Ça entre, à mon avis, dans le débat qu'on souhaite avoir, que le président de la République a dit vouloir poser sur la table très rapidement sur comment on réforme l'école en profondeur. Et comment on réforme l'école en profondeur, c'est aussi comment on évite que les discriminations commencent dès l'école, et quelles qu'elles soient, les discriminations. Donc c'est aussi la carte scolaire. C'est comment on arrive à casser cette carte scolaire qui crée dès l'origine des discriminations. Parce que l'on sait que des enfants qui viennent d'une certaine école, il y aura déjà une petite musique qui sera dans la tête de certains en se disant non, mais pas un élève de cette école, voilà. Donc ça, c'est un des sujets majeurs à poser sur la table dans la grande réforme de l'école. Il y a plein d'autres moyens de casser les discriminations. Dans l'emploi, on a mis des choses en place. On a un numéro que vous devez connaître, qui est le 3809, je crois, sur les discriminations. Une plateforme. Dès que quelqu'un se sent victime d'une discrimination, il faut le signaler sur cette plateforme. Il n'y aura peut-être pas forcément de suite tout de suite, mais si un max de gens pose son témoignage sur cette plateforme, le fait que ça soit gonflé, ça veut dire que ça oblige à apporter des réponses, ou en tout cas à prendre en considération et à tenter d'apporter des réponses. Donc ça, c'est une des choses qui est une avancée aussi dans le domaine du travail. On avait évoqué en 2017 l'idée peut-être de faire de la dénonciation. On n'est pas allé jusque-là dans les lois. Je pense que peut-être c'est une réflexion à avoir et peut-être à mettre en place. Parce qu'on a mis une obligation de parité, parce qu'on savait qu'on n'y arriverait jamais, notamment en politique, parce que la bonne volonté n'était pas suffisante. Donc à un moment donné, cette question, elle mérite d'être posée. Je pense qu'il faut avoir cette réflexion. Pendant ce mandat,
donc là je rebondis un petit peu sur j'ai pas travaillé, mais si j'ai travaillé, avec une députée, collègue et amie qui s'appelle Fadila Katabi et qui est de Bourgogne. On a été un petit groupe de députés à travailler sur une proposition de loi de lutte contre les discriminations. Donc, dans laquelle on avait plusieurs pistes, qui est un accès plus facile et simplifié de dénonciation de ces discriminations, quelles qu'elles soient et où qu'elles se passent. Enfin voilà, on avait plusieurs mesures. Bon, cette loi, elle n'a jamais été présentée à l'Assemblée, vous savez, il y a des inscriptions, voilà, donc elle n'a jamais été admise à l'ordre du jour. Je compte bien, si je suis réélue, et Fadila aussi, qu'on reparte sur cette loi, peut-être qu'on la retravaille, qu'on l'approfondisse, mais en tout cas, on ne lâchera pas le morceau sur cette loi-là, elle est capitale. Voilà, donc plein de pistes pour lutter contre les discriminations, et c'est pour retrouver une France qui fait sens pour tous, à l'heure où on voit bien qu'il y a des fracturations très profondes et qui s'accentuent dans certains domaines, dans certains territoires. C'est absolument nécessaire et capital de lutter contre les discriminations. Je vais vous raconter une anecdote si on a le temps. Avant d'être députée, j'intervenais dans un lieu de coworking, un lieu ouvert où il se passait plein de choses qui s'appelait Épicentre. Et on avait signé une convention avec la mission locale, et parce que j'étais présidente d'une association qui s'appelle Coco Shaker, qui existe toujours, je ne suis plus présidente, mais qui existe toujours, qui voulait faire de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas d'accompagner des projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, d'accompagner des porteurs de projets. Et on avait signé donc une convention avec la mission locale pour que les jeunes des quartiers puissent aussi se dire, dans mon quartier, il y a des besoins sociaux, sociétaux, auxquels il n'y a pas de réponse, et je peux peut-être, moi, créer mon entreprise dans un domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on avait signé une convention de partenariat, et nous, en tout cas, Coco Shaker, on les accompagnait dans la définition de projet, l'accompagnement, enfin, quelle structure ils pouvaient monter, est-ce que c'était une entreprise viable, enfin, à chaque fois qu'on monte un projet. Et la première fois où ils sont venus, c'était des jeunes des quartiers. La première fois où ils sont arrivés, Coco Shaker, c'est en centre-ville, hein, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est vraiment, c'était en plein centre-ville. La première fois, ils sont arrivés par le tram, il y a des jeunes filles qui m'ont dit, ça nous fait, elles étaient toutes tétanisées, elles m'ont dit, ça fait bizarre parce qu'on vient pas là d'habitude. Et je me suis dit, c'est quand même hallucinant, il y a aussi des frontières invisibles, et les gens restent et ont peur, pour 1000 raisons, ont peur de passer ces frontières-là. Là, c'est un des premiers signes de la discrimination quand on s'interdit tout seul de passer ces frontières-là. Donc vous voyez, il y a un travail monstrueux et super important à faire. Merci beaucoup. Bonjour, alors du coup vous parliez précédemment de comment trouver des solutions par exemple pour lutter contre la pauvreté dans les milieux populaires, dans les milieux assez du coup très pauvres, très précaires. On sait que d'ailleurs durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, les écarts de richesse ont grandi de manière assez importante. Quelles mesures vous proposez d'ailleurs pour aider cette jeunesse? Alors peut-être pour remettre quelque chose en perspective, les chiffres de la pauvreté dont on parle beaucoup en ce moment sont les chiffres de 2019. Parce que les études sur la montée de pauvreté, ça prend du temps. Donc les chiffres dont on parle aujourd'hui en 2022 sont les chiffres de 2019. Donc les prochains chiffres devraient arriver dans l'année, ce seront les chiffres de 2020. C'est un peu dommage qu'on ait cette vision qui remonte à plusieurs années. C'est quand même dommage, mais voilà, donc je veux remettre ça quand même dans le contexte. Les chiffres dont on parle sont ceux de 2019. Ça faisait juste à peine 2 ans que ce gouvernement était arrivé. Donc à voir au fil des années ce qui a été fait, parce qu'on a eu des choses contre la pauvreté. On a eu des plans de lutte contre la pauvreté qui ont été mis en place. Il y a eu des accompagnements de l'État à plusieurs moments. Donc votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la pauvreté? Je crois que là aussi, il faut prendre le problème à la racine, et on tourne autour de ça, la discrimination, l'assignation à résidence, comment on ne sort pas de son quartier, comment on reste enfermé. Ça, c'est des signes, en tout cas des choses à prendre en compte pour lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, ça veut dire, avoir un emploi.
On revient aussi aux discriminations, c'est capital. Les gens, quand ils ont un emploi, c'est le premier accès pour sortir de la pauvreté. Donc emploi, on a fait beaucoup de choses pour l'emploi. Durant le mandat qui vient de se terminer, le taux de chômage en est le signe. Il s'est écroulé, il a beaucoup baissé, et notamment chez les jeunes, et ça on peut être très satisfait parce que ça permet à un certain nombre de jeunes de sortir de la précarité. Donc premièrement l'emploi, l'accompagnement capital aussi, l'accompagnement social, ça c'est important aussi. Donc un des objectifs qu'on a pour les plus précaires, c'est le versement à la source de toutes les aides. On se rend compte, je lisais encore ce matin un papier, il y a à peu près 30% de gens qui ne font pas appel à des droits auxquels ils pourraient prétendre. C'est assez des allocations diverses et variées. Ça interpelle, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut demander à plusieurs caisses, parce que voilà. Et donc nous, ce qu'on propose de mettre en place, c'est le versement de toutes les aides auxquelles une personne a droit en une seule fois, et sans qu'il échappe aux aides auxquelles il a droit. Comment on veut le faire ça? On s'est rendu compte qu'avec le prélèvement à la source aux impôts, on arrivait finalement à avoir les données de façon facile. Et donc maintenant, l'idée qu'on a, et ça sera un texte qu'on va travailler très très rapidement, le président de la République s'y est engagé, c'est que la personne viendra à un guichet, que ce soit la CAF, peut-être la CAF, ça sera le plus simple, et au vu de sa situation, ça va débloquer toutes les aides auxquelles il a droit sans qu'il remplisse 50 papiers, parfois compliqués, et donc ça se fera automatiquement. Ça, c'est aussi quelque chose qui va permettre de lutter contre la pauvreté. Voilà, donc ça, c'est voilà. Et un accompagnement social peut-être à repenser. Pour avoir discuté beaucoup avec des gens qui sont dans la pauvreté, il y a tout un tas de structures qui se sont empilées les unes sur les autres. Et je crois qu'il n'y a plus vraiment de lisibilité de la part des acteurs sociaux qui parfois accompagnent mal les gens dans la pauvreté, parce que c'est devenu des nébuleuses et les gens, même les gens qui sont dedans ne s'y retrouvent plus. Donc je pense qu'il faut qu'on remette aussi à plat tout ce secteur-là, le secteur social, et qu'on ait une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus simple, et où les uns et les autres se retrouveront. Alors vous nous parliez un peu de restructurer les choses, etc. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur la situation, notamment des étudiants dans le social, qui, eux, par exemple, ont beaucoup pris des dégâts, on va dire, d'un point de vue social et économique. Justement, durant la crise Covid, on a pu voir que, justement, leur bourse ou diverses choses qui leur permettaient de vivre, en fait, leur a été retirées. Et posait vraiment alors, un vrai bourses, non. Les bourses, les bourses étaient présentes, mais n'étaient pas assez conséquentes pour... Oui, alors, la crise Covid a été un accélérateur, en tout cas, du mal-être, du mal-vivre des étudiants. Ça, c'est une évidence. Et donc, là aussi, je pense qu'il faut une réforme profonde des bourses. Les critères sont trop restrictifs. Il faut à la fois qu'il y ait plus d'élèves qui aient accès aux bourses, ça c'est important. Et donc peut-être tenir compte des situations des uns et des autres, parce qu'on ne se base actuellement que sur les revenus des parents pour obtenir les bourses, et on sait qu'effectivement il y a des enfants, des jeunes qui ont coupé les ponts pour 1000 raisons avec les parents, ou en tout cas avec lesquels ça se passe pas bien. Donc le seul critère des revenus des parents ne doit plus être le seul critère pour les bourses. Donc il faut élargir, ça c'est une discussion à avoir avec les étudiants, avec les organisations étudiantes, avec évidemment les politiques, mais une discussion à avoir là-dessus, sur comment on ouvre ce curseur et que le revenu ne soit pas le seul critère. Première chose. Deuxième chose, augmentation des bourses, c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire. Par contre, je ne suis pas pour le versement d'une allocation à tout le monde, ce que proposent d'autres candidats. Je ne trouve pas qu'on est dans une société égalitaire quand on donne, quand on arrose tout le monde. Je crois qu'il faut concentrer sur ceux qui en ont vraiment besoin et mettre le paquet sur ceux qui en ont besoin. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc, moi, ça me choquerait qu'un jeune qui a des parents qui gagnent plein de fric, avec lesquels ça se passe bien, il n'y a pas de souci et les parents sont en capacité de payer les études, ça me choquerait profondément que ce jeune-là touche 1000 et quelques euros par mois. Ça me choquerait vraiment profondément.
Donc, réforme des bourses, important. Travail avec les CROUS aussi, pour qu'il y ait un accompagnement un peu plus profond des CROUS, parce que, donc est-ce qu'il faut recruter des personnels dans les CROUS pour qu'il y ait un accompagnement plus profond? Est-ce qu'il faudrait qu'on mette des psychos dans les CROUS? Je pense que c'est aussi des pistes à creuser et à suivre, mais en tout cas, il faut remettre à plat aussi ce système-là pour les étudiants. Donc, Hicham, à côté de moi, va vous poser des questions sur l'environnement et la recherche. Ok, Bonsoir Madame Tour. bonsoir. Alors j'ai une première question concrète sur la question de l'environnement, parce que vous savez certainement que le glyphosate arrive à expiration à la fin de l'année au niveau européen, et on aimerait avoir votre position là-dessus, en tant que député. En tant que député, donc vous savez que j'avais voté pour la prolongation du glyphosate. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est député, on est toujours confronté à plein d'opinions différentes. On n'a pas la science infuse et donc on écoute les différents intervenants. Et sur le glyphosate, au moment de l'interdiction du texte qui voulait interdire le glyphosate, on a été alerté par tout un certain nombre d'agriculteurs qui nous disaient nous, sans glyphosate, c'est pas possible. Et je pense notamment aux betteraves. À l'époque, il y avait de grosses productions de betteraves ici dans notre région. Et alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la seule façon de protéger la graine de betterave, c'était de l'envelopper d'une fine pellicule de glyphosate pour pas qu'elle meure et qu'elle ne marche pas. Et donc les betteraviers nous ont dit, mais si vous supprimez le glyphosate, toutes nos graines sont mortes, donc plus de culture de betteraviers. Et donc là, quand on est député, on se dit, est-ce qu'on fout par terre toute une filière avec des gens qui pourront plus bosser, qui auront plus de revenus, ou est-ce qu'on attend, on repousse un peu cette utilisation du glyphosate en mettant le paquet et en mettant la pression pour que ceux qui produisent des graines trouvent d'autres moyens d'avancer. Donc moi j'ai pris cette solution-là parce que j'ai choisi ça. J'aurais pu, moi j'ai pas d'agriculteurs sur ma circo. J'aurais pu me dire je m'en fiche, j'ai pas d'agriculteurs, ils votent pas pour moi ou contre moi, donc tranquille, je ferai pas la une de la télé, je serai pas stigmatisée, donc je vote contre. Et en fait, je me suis dit non, on a une responsabilité sociétale en tant qu'élu, et je me suis dit, il vaut mieux repousser et pas mettre toute une filière par terre, avec des gens à la rue, avec des gens qui ne pouvaient plus travailler parce que on leur interdisait une molécule et c'était la seule. Alors, donc elle est repoussée, moi maintenant je pense, et les chiffres le prouvent, il y a le préfet Beach qui suit de façon très attentive cette question du glyphosate, il rend des rapports très réguliers. Maintenant, on arrive à des taux d'utilisation du glyphosate qui sont de plus en plus restreints. Donc je pense que maintenant, effectivement, il est temps que cette interdiction soit prononcée. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. J'ai une deuxième question sur la recherche, parce que actuellement, alors c'est un peu lié, parce que c'est lié aussi à l'indépendance et à l'autonomie des chercheurs. C'est est-ce que pour vous, on continue avec le système actuel, c'est-à-dire qu'une agence, parce qu'avant la recherche était financée sur des crédits récurrents, ce qui permettait en fait aux chercheurs d'avoir une certaine liberté. Là, ça se fait beaucoup à travers les appels d'offres. Est-ce que pour vous, on doit continuer dans cette voie ou il faut changer de façon de financer la recherche? Alors, peut-être, la recherche, on a voté une loi de programmation. En plus, moi, j'aime bien les lois de programmation. J'ai expliqué pourquoi, parce que quand on dit loi de programmation, c'est-à-dire qu'on programme dans le temps des moyens qui sont alloués, et donc c'est posé dans la loi, c'est écrit, et plutôt que d'avoir des lois où on dit des grands principes, mais sans donner l'argent qui va avec. Donc la loi de programmation, au moins, ça pose les choses, et on sait qu'au final, je crois que c'est 24 milliards pour la recherche jusqu'en 2030, on sait que ces crédits-là, ils seront affectés. Donc cette loi de programmation, elle a plusieurs objectifs, de relancer la recherche, en tout cas d'accompagner mieux les chercheurs. Voyons déjà, elle date de 2 ans, voyons déjà comment ça s'est passé. Et moi, je ne suis pas forcément contre les appels à projets, je ne suis pas forcément contre, parce que je crois que c'est de l'argent public aussi, et qu'il y a cette nécessité de voir quels sont les sujets. Il ne s'agit pas d'encadrer la recherche et de décider quels seront les sujets. Mais je crois qu'il y a une cohérence à avoir en se disant, travaillons sur des sujets qui sont utiles à la société. Et sur tous les sujets,
mais vraiment de façon très large, hein, la recherche appliquée, scientifique, enfin vraiment tous les domaines de la recherche, sur l'éducation, sur tous les domaines. Moi je travaille beaucoup avec les chercheurs dans le domaine qui m'intéresse, la santé mondiale, puisque j'ai en charge cette question-là au sein de la Commission des Affaires étrangères, en tout cas la politique de la France d'accompagnement en santé mondiale. Et je me suis rendu compte, en sollicitant beaucoup les chercheurs, qu'il y avait des tonnes de recherches qui étaient faites sur des tas de sujets, et que malheureusement, très souvent, le politique n'allait pas piocher dans ces études, dans ces recherches-là, pour l'aider à la décision. Et donc, je crois qu'il est absolument nécessaire que le politique s'investisse auprès des chercheurs, demande encore plus et de plus en plus l'avis à ceux qui ont mené des études de recherche sur des points très précis, parce que c'est une aide à la décision. Moi, je crois beaucoup en la science, mais vraiment très profondément, et le Covid nous a prouvé que cette défiance vis-à-vis de la science d'un certain nombre de Français, moi, me pose problème et me questionne. Une nation, un pays qui ne croit plus en sa science, ça interpelle. Et peut-être il y a une responsabilité des politiques, c'est de ne pas suffisamment avoir travaillé avec le monde de la recherche et ne pas avoir suffisamment utilisé les recherches pour se construire des politiques publiques qui soient le plus efficientes possible. Et vous disiez que la recherche, vous parlez de recherche utile, mais il y a une partie de la recherche dont on ne voit pas l'utilité immédiate. Et on voit souvent, il y a beaucoup de sujets dont on a vu l'utilité beaucoup plus tard. Donc c'était ça aussi l'articulation entre la recherche fondamentale. Je ne crois pas qu'il y ait de recherche inutile. Oui, voilà, c'était le sens. Non, je ne crois pas qu'il y ait de recherche inutile. À partir du moment où celui qui se lance dans un projet de recherche, c'est pas le matin en se levant et en se disant tiens, ça veut dire qu'il y a eu déjà en amont un travail de fait pour se lancer sur un sujet très précis. Donc il n'y a pas de recherche inutile. Mais en tout cas, voilà, il faut le présenter peut-être dans un projet plus vaste, en quoi de travailler sur ce sujet-là, ça va faire progresser dans un certain nombre de domaines. Et la recherche, c'est un temps long. On le sait, voilà, c'est un temps long. Flashback. Il est pas mal ce Corneille quand même. Bonjour Madame Thomas, je m'appelle Anonymous du 63 et aujourd'hui j'ai une petite question pour vous. Vous conviendrez avec moi qu'il existe aujourd'hui deux laïcités. La laïcité de la lettre, héritière de nos textes de loi, mais également la laïcité de l'esprit, issue de la tradition française. Ma question est la suivante. Pouvons-nous parler aujourd'hui d'une troisième laïcité qui serait héritière des petites polémiques stériles qu'une partie de la classe politique et médiatique, mais aussi des hommes et des femmes issus de vos rangs, ont pu contribuer? Je pense notamment à la polémique actuelle sur les tenues vestimentaires dans les écoles. Je pense aux polémiques sur le burkini qui reviennent tous les étés de chaque année. Je pense également au projet de loi sur le séparatisme, mais aussi aux accusations de prosélytisme pour toute chose qui relève de tenues ostensibles. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la même chose. Ma question est donc celle-là. Ne pensez-vous pas qu'une partie de la caste politique et des gens autour d'Emmanuel Macron ont pu participer, j'ose le terme, à cette atteinte à la laïcité? Merci de votre réponse. End of flashback. Alors, sujet de la laïcité, sujet majeur, qui revient très périodiquement et pas que durant ce mandat-là. Bien sûr. Malheureusement, pour moi, les choses elles sont très claires. La laïcité, on a une loi qui est hyper bien faite. La loi de 1905, elle est claire. Et donc, pour la laïcité, ma réponse est la loi, rien que la loi. Pas plus que la loi, pas moins que la loi. Voilà, je ne peux pas dire plus, et je sais bien que certains sont tentés d'aller plus loin. D'ailleurs, j'ai des collègues dans mon groupe politique qui ont déposé des amendements lors de certains mois, mais qui ont tous été repoussés. Je peux vous dire qu'on s'est frité en réunion de groupe sur des sujets autour de la laïcité où alors ils sont très minoritaires dans mon groupe politique, mais des collègues qui avaient cette petite tentation
de suivre des petites musiques qui voulaient, sous prétexte de renforcer la laïcité, qui voulaient sortir du cadre de la loi. Donc pour moi, les choses sont claires, la loi, rien que la loi. Et cette loi, elle est très bien faite. On vit avec depuis quand même pas mal d'années, et les choses sont pour moi d'une transparence et d'une évidence qu'il ne faut pas y toucher. Je me permets juste un petit exemple Oui. pour expliciter mon propos. Bon, ça ne relève pas de l'acte politico-juridique. Une intervention de Marlène Schiappa dans une chaîne de radio il y a quelques mois, c'était au sujet, vous savez, on les appelait les hijabeuses. C'était les sportives qui faisaient du foot, qui pratiquaient le football dans un club ou en association, donc revêtues d'un voile. Elle avait utilisé le terme de prosélytisme dans cette radio-là. Et pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Ça illustre un peu cette ambiance de petite polémique qui ne sont ni fondées et n'ont ni de sens, car vous conviendrez comme moi que le prosélytisme et l'ostentation, ce n'est pas du tout la même chose, même dans le cadre de la loi et du droit. Donc c'était une intervention qui, je pense, était malvenue. Et c'est pour ça que je me permets de... Oui, bien sûr, de m'interpeller sur la question. Bien sûr. Non, mais je répète, les choses sont quand même très claires, très très claires dans la loi. Et dans les différentes lois qui ont pu préciser certaines choses. Donc, pour moi, c'est des polémiques stériles, et je crois qu'il faut justement pas surréagir quand il y en a qui essayent de mettre ça sur la table, parce que du coup la société s'embrase, il y a les camps qui se montent, etc. Moi, je suis pour une société apaisée et tolérante, où chacun peut vivre comme il l'entend. Donc, je l'ai dit, il y en a certains qui sont tentés d'attiser parfois ces sujets-là, et c'est pas du tout mon cas. Comme disait Jean Bobéro, nous avons affaire à un glissement fallacieux de la laïcité depuis un certain temps. Alors, pas vraiment, de certains. La volonté de certains de faire glisser. Oui, ouais. Et puis c'est aussi un sujet magnifique pour éviter de parler d'autres sujets. Oui. Voilà. Merci Tarek. Merci. Donc, sans plus attendre, on va faire un petit jeu juste avant de partir. Donc je vais essayer de faire une bonne introduction. Donc c'est le moment du jeu. Donc, PCR ou antigénique? PCR. Canard confit ou canard enchaîné? Canard confit. Valérie Thomas ou Valérie Pécresse? Valérie Thomas. Paris ou Saint-Denis? Paris, c'est un peu Saint-Denis aussi, l'un ne va pas sans l'autre. Non, je sais pas, les deux. J'ai pas le droit de choisir les deux. Comme vous voulez. Parce que Saint-Denis, pour moi, ça fait partie de Paris. D'accord, ça marche. Nucléaire ou gaz russe? Nucléaire. D'accord. Conseil d'amis ou cabinet de conseil? Conseil d'amis. Traverser la route ou traverser l'autoroute? La route. Passe sanitaire ou passe culture? Plutôt passe culture, en général. Et passe sanitaire quand c'est nécessaire. Et passe culture toujours. Éolienne ou solaire? Les deux. Je peux choisir les deux. Oui. Complémentarité, les deux. Les grandes gueules ou cornes de gazette? Cornes de gazette. Ah, bien évidemment. Merci. Je vais vous proposer juste de me citer un livre. Si vous nous recommandez un livre. Oh là là, il y en a beaucoup. Peut-être, alors mon livre préféré. Tout Dostoïevski. D'accord. Voilà, j'adore Dostoïevski. Et c'est toujours d'actualité. Les relations entre les personnages, la subtilité je trouve que c'est quelque chose qui est intemporel. Et quand on fait de la politique, je trouve qu'on retrouve certaines perversités des hommes et des femmes dans Dostoïevski. Vraiment, c'est livre de chevet. Pas de gaz russe, mais de la littérature russe. Voilà. C'était avant, c'est quand la Russie était grande. Un film? Un film. Quel est Barry Lyndon. Ouais. D'accord. Gros choc. Quand je l'ai vu, je l'ai revu plein de fois. Barry Lyndon, c'est pour moi de Kubrick, c'est probablement un des plus beaux films au monde. Un spectacle? Un spectacle, un concert plutôt.
Je suis concert. plutôt musique, ouais. Très bien. Une musique préférée? J'en ai plein, j'adore la musique classique, mais il y a plein de choses, j'adore. Non, vraiment en musique, j'ai des goûts très éclectiques. Alors si je vous disais un artiste, Prince. Prince. Ok. Très bien. Et Bowie. Oh, mon Dieu, les deux, voilà. Prince et Bowie. Très bien. Valérie Thomas, merci beaucoup de nous avoir donné du temps pour cette interview et on vous souhaite une bonne continuation dans votre campagne. Merci à vous. Et puis au plaisir de vous revoir, de continuer à travailler ensemble. Très bien. Merci. C'était Merci. Corne de Merci. Gazette.